Au cours des semaines qui s'achèvent, le Cameroun a enregistré une crise majeure due à la grippe aviaire. Cette épidémie qui touche les poulets notamment a entraîné une perte importante auprès des producteurs. Au-delà de la contenance de ce phénomène dans la ville de Yaoundé, de l'interdiction ressentie par tous les acteurs de la filière avicole, l'équipe de stratégie est allée sur le terrain, j'allais dire dans les poulaillers, pour voir comment se porte la filière, mais également quel est l'impact de cette grippe aviaire dans notre économie nationale. Le sommaire de cette édition est présenté par Jean-Vincent Chénéon. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et elle vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommaire de notre magazine de l'économie actuelle, l'élevage est à la une. La filière avicole camerounaise est paralysée depuis la découverte du premier foyer de grippe aviaire. Face à la mort de la poule aux œufs d'or, nous ferons une descente à Yaoundé et à Bafoussam pour toucher du doigt les problèmes économiques liés à l'interdiction de commercialiser le poulet et les œufs. L'activité économique autour du porc, de la ferme à la fourchette. Comment s'organise-t-elle malgré les difficultés de ravitaillement et de commercialisation que rencontrent éleveurs, commerçants et revendeurs? Nous sommes allés pour vous sur la route du porc. Pour une meilleure proximité avec sa clientèle, Tradex innove et les boutiques de ces stations font peau neuve. Pour commenter pour vous cette riche actualité, Bernard Ndjonga, président de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ACDIC et du CRAC Parti politique, est notre invité grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Bonjour Président. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est vous. Nous sommes sur ce plateau du magazine Stratégie avec comme invité grand témoin Bernard Ndjonga. Il est le président de l'association camerounaise de défense des intérêts... Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Alors, la grippe aviaire qui touche le poulet au Cameroun ces derniers mois, ces semaines récentes, c'est une épidémie qui est réelle selon vous? Il y a eu grippe aviaire au Cameroun? Bon, ben écoutez, si je m'en tiens au troisième rapport du gouvernement adressé à l'OIE, je vais vous dire qu'on a recensé au total 17 foyers. 8 foyers dans le sud, 6 foyers dans le centre, 2 foyers dans l'ouest et 1 foyer dans la Damawa. Alors, et dans le 10 rapport, tous ces 17 foyers ont été clôturés avant la fin du mois de juin. Alors, donc, quand vous me posez la question de savoir ces dernières semaines, autant que je puisse vous le dire. Donc, je vous ai expliqué les cas qui ont été clôturés avant la fin du mois de juin. Donc, depuis le début du mois de juillet, il n'y a aucun cas qui a été signalé. Merci pour cette réponse qui permet bien à nos téléspectateurs de voir quelle est la connaissance, la maîtrise que vous avez de ce sujet. Et c'est pour ça que nous vous avons invité et que nous rentrons de plein pied comme ça dans, j'allais dire, le poulailler. Président Bernard Ndjonga, si le rapport date du 15 dernier, nous ne sommes pas là dans un
une émission qui va faire le rapport chronologique de la grippe aviaire au Cameroun. Mais je voulais vous demander, il y a donc un espoir. Vous pensez que la réouverture des marchés pourrait se faire quand? Non, mais écoutez, bon, je veux répondre de deux manières. Alors, si on s'en tient aux instructions de l'OIE, la réouverture des marchés de manière officielle devrait avoir lieu après 3 mois. C'est-à-dire, si on s'en tient aux résolutions de l'OIE. Bon. Maintenant... Il faut attendre octobre, hein, pratiquement. Non, c'est une réouverture officielle, reconnue auprès de l'OIE. Il faut qu'on s'entende très bien. Parce que, suivant la réglementation, c'est au bout de 3 mois, lorsqu'il n'y a plus de foyers déclarés, qu'au niveau de l'OIE, on obtient le satisfecit quant à ce qui concerne la lutte qui a été menée contre cette épizootie. Une épizootie qui, il faut le dire, a été bien contenue quand même au niveau du Cameroun. Non, non, pas bien contenue. Là, ce serait trop facile. Parce que, on n'est pas allé au-delà des foyers dans lesquels la grippe s'est déclenchée, ou alors a été déclarée. Non, non. Alors, je vous ai parlé du rapport. Oui. Le rapport officiel et des relations que le gouvernement entretient avec l'OIE. Maintenant, nous autres, mais nous sommes des acteurs communs de la société. Et il y a les agriculteurs qui sont là, il y a les consommateurs qui sont là. Autant que je puisse vous dire, et je ne suis pas là pour pouvoir effacer cela, il y a encore le doute qui existe dans la majeure partie de la production agricole au Cameroun, de l'existence de la grippe aviaire au Cameroun. Il faut qu'on s'entende très bien. Et ceci est dû à quoi? Parce que le foyer d'origine, qui était la ferme avicole de Vorbeti, la découverte, l'identification ou bien la déclaration de la présence de la grippe aviaire au niveau de ce foyer n'a pas fait l'objet de la communication qui puisse convaincre le commun des Camerounais. Ce qui fait que tout part de là. Moi-même qui vous parle, je reste encore avec beaucoup de questions quant à ce qui concerne la ferme avicole de Vorbeti. Mais vous appréciez la prudence du gouvernement qui a quand même conduit à dire qu'il faut circonscrire et puisqu'il y a une alerte qui est donnée, considérons qu'il y a un phénomène et essayons d'encadrer cela. C'est ce que moi je veux dire. Mais bien évidemment, nous le considérons. Et même jusque-là encore, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que si on s'en tient à la réglementation, la circonscription, lorsqu'on identifie un foyer atteint, le rayon de prudence, de sécurité, si vous permettez le terme, c'est 3 km. Mais je vous fais remarquer que dans le cas du Cameroun, on a à chaque fois entraîné le rayon dans la région. Mais je vous demande tout de suite, pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, si on s'en tient à cette démarche, à ce processus officiel, si on réouvrait officiellement dans 3 mois, disons-le comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dédommager ces agriculteurs, ces producteurs qui ont connu d'énormes pertes à cause de cette grippe aviaire? Mais pour subventionner ceux qui ont perdu, il faut les avoir identifiés. Voilà. Et pour l'identification aurait été la plus objective si elle était faite à l'heure actuelle, au moment où les pertes étaient consommées. Malheureusement, et ça c'est ce que nous avons dénoncé à son temps, malheureusement, les agriculteurs qui ont été sinistrés n'ont pas fait l'objet d'un quelconque enregistrement. Ce qui fait que quand on parle de subventions aujourd'hui, moi personnellement ça me fait un peu peur. Parce que si subvention il y a, étant donné qu'on n'a pas pris le temps d'enregistrer l'ensemble des personnes qui ont accumulé les pertes, il y a forte probabilité que ce soit arbitraire. Alors nous ne disons pas qu'il y a subvention, nous essayons de penser à ceux qui ont beaucoup perdu dans le cadre de cette crise. Et quelques-uns des téléspectateurs qui nous regardent ne savent peut-être pas tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Certains ne sont pas au courant de la crise que le Cameroun vient d'enregistrer. Il est donc important de leur rappeler que le premier foyer a été identifié à Yaoundé le 22 mai 2016. Il s'en est suivi une interdiction de la commercialisation des poulets et des œufs dans le département du Fundi. Et au passage, quelques producteurs auraient perdu la vie en raison de cette grippe aviaire. En termes de chiffres économiques, plus de 10 milliards de francs CFA serait, n'est-ce pas là, le montant en perte, hein, je disais bien au plan du point de vue économique. Nous sommes allés voir dans les marchés, c'est vraiment pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui est à l'origine de cette grippe aviaire. Nous sommes allés voir ce qui s'est passé et comment cela a été vécu par les aviculteurs. C'est Estelle Nyangono et Arnaud Ndal qui sont allés chercher le poulet dans les marchés de Yaoundé. Vous parlez de marché, ils sont allés en Vogada, dans le Fundi, ainsi de suite. Voici le reportage qui nous ramène. Je vous invite à regarder. 14 000 œufs déversés devant le bâtiment du ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale. Des manifestations devant les bureaux du Premier ministre et au siège de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Voici à quoi sont réduits les acteurs de la filière avicole camerounaise depuis la découverte, le 22 mai 2016,
du premier foyer de grippe aviaire au Cameroun. Ici, malgré l'interpellation de leur leader Bernard Njonga, président de l'ACDIC, producteurs, éleveurs, vendeurs et déplumeurs de poulets expriment leur colère et leur indignation face à l'arrêt brutal de leurs activités. Ils réclament la réouverture des marchés en raison des pertes financières énormes. Nous sommes fâchés. Là où nous, on nourrit nos petites familles, on nous a détruits. Si j'ai une bonne estimation, peut-être je vais aller à plus de 5000 Camerounais qui vivent, ne serait-ce que, n'est-ce pas, du secteur avicole. Alors, ça pénalise plusieurs personnes. La grippe aviaire, ce sont les bêtises, c'est des trucs qui n'existent pas. Là, sur une magouille pour faire importer les poulets congelés et tuer tout un secteur d'activité. Il ne s'agit pas seulement de la vie des éleveurs, il y a également la vie des consommateurs parce que plus on ferme les marchés, plus le poulet est cher. Donc les pauvres consommateurs également devraient être ici pour soutenir ces éleveurs. En ce moment, le peuple a des questions. D'où vient la grippe aviaire? Elle est dans quelle région? Quelles sont les mesures qui ont été prises? D'où à quoi? Quelle est la distance, la surface de la quarantaine? S'il y a quarantaine, quelles sont les mesures qui ont été prises? Derrière moi, environ 500 acteurs de la filière avicole se sont rendus au siège de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs pour exprimer leur désarroi au regard de la grippe aviaire qui sévit au Cameroun depuis plus d'un mois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ont exprimé leur doléance aux responsables de la dite association afin que le poulet revienne dans nos marchés. Afin de nous enquérir de la situation, nous nous sommes rendus dans les marchés de Mvogada et du Mfundi. Le constat est clair. Des magasins vides, fermés à double tour, et le poulet, aux abonnés absents aux grandes dames des acteurs de ces marchés à lui dédiés. Nous tous on se débrouillait ici là. Un nombre incontable, hein. Les paniers là, nous sommes tous au chômage. Je vois le puits que les déprimés avaient creusé pour mettre en place. Oui, et la propriété était là normalement. Ils sont venus, quand on voyait la fumée sur les murs, c'est les comptoirs qu'ils ont brûlés. Oui, et ils ont chassé les déprimés, tout le monde est au quartier. Nous on paye les magasins ici là. Le contrat c'est 30 000 au mois. Et le bailleur lui n'entend pas ça. Il attend l'argent à la fin du mois. Est-ce qu'on va le payer avec les cailloux? Ils sont venus là qui devaient désinfecter. Ils ont mis les produits blancs ici. Ils sont venus 3 fois. La 3e fois, ils sont venus avec un liquide, ils les ont versé. Ils ont dit que non, ça allait déjà. Qu'on attend, ils vont remédier à la situation. Jusqu'à là, il n'y a pas de suite. La situation est d'autant plus déplorable qu'elle affecte les autres commerces. Je veux qu'on libère les poulets. Ça me permet de vendre mes paniers pour payer au moins mes remèdes. Je vends aussi les poulets pour payer mon remède. Je suis malade. La famille aussi va me tuer à la maison. S'il vous plaît, Monsieur Kaïda, les gens d'en haut, le ministère de l'élevage, Premier ministre, sauvez-nous. On compte sur vous. On compte sur vous. Quand un client vient pour acheter du poulet, quand il achète le poulet, il constate qu'il n'a pas l'huile à la maison. Soit il prend une bouteille d'huile, 1 kg de riz, soit le cube ou le sel. Ça nous permet de vendre nos produits de rayon plus rapidement. Donc le manque à gagner est énorme. L'absence du poulet dans les marchés freine également l'activité culinaire dans les restaurants qui n'arrivent plus à réaliser leur chiffre d'affaires, bien que certains, disposant de leur propre ferme et d'un suivi vétérinaire conséquent, n'hésitent pas à satisfaire leur clientèle en leur proposant du poulet. Nos activités sont en bas, tout est en bas. Même les cotisations, on n'arrive plus à cotiser parce qu'on ne vend plus le poulet. On a dépensé plus que 900 000. Il y en a le poulet, tu vas voir la place vide. Tu n'es pas aura la place vide comme ça. Hein? C'est les poulets que les gens mangent. Je suis à pratiquement 40 000 de pertes par jour. Donc du coup,
c'est un gros manque à gagner. Quand la grippe l'a menacé, nous avons fait même 3 semaines, presque un mois sans vendre. On était en train d'examiner nos poulets avec certains vétérinaires. On a examiné, on est retourné au ministère. Nos résultats étaient bons. On était obligé de recommencer. Déjà, quand le poulet est à point, à une certaine température, le microbe ne se voit pas. Déjà, c'est la base. Donc, même si c'est quoi, moi je mange le poulet n'importe où. Afin de mieux comprendre cette crise, il paraît judicieux de s'interroger sur ce qu'est la grippe aviaire, ses causes, ses manifestations et les conséquences qu'elle entraîne. Définie comme une maladie infectieuse d'origine virale affectant les oiseaux sauvages, lesquels ne présentent souvent aucun signe apparent de la maladie, la grippe aviaire peut se transmettre aux volailles domestiques et être à l'origine de flambées épidémiques de grande ampleur. Essentiellement pathogène, elle se classe en 2 groupes. La grippe aviaire, autrement dit influenza aviaire, est due à plusieurs sérotypes. On a l'influenza aviaire hautement pathogène qui cause les hécatombes qu'on a ces derniers temps. Et on a l'influenza aviaire qui est faiblement pathogène. Bon, ça se manifeste comment? Dans le cas de l'influenza aviaire hautement pathogène, on a souvent très peu de signes cliniques et on a principalement de fortes mortalités dans les élevages de poulets. Pour l'influenza aviaire faiblement pathogène, on observe principalement des signes respiratoires, on a faible consommation d'aliments. Pouvant infecter d'autres espèces animales comme le porc et d'autres mammifères dont l'homme, ce virus s'est propagé entre 2003 et 2004 en Asie, en Europe et en Afrique. Le Cameroun subit donc actuellement sa seconde crise de grippe aviaire depuis la découverte, le 22 mai 2016, du premier foyer de grippe aviaire au complexe avicole de Mvogbeti dans la région du centre. Par la suite, d'autres foyers de grippe aviaire ont été découverts dans les régions de l'Ouest, du Sud et de la Damawa. Pour les pouvoirs publics, l'urgence est de mise afin de contenir la propagation de ce virus sur l'ensemble du triangle national. À cet effet, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a procédé entre autres à l'incinération et à l'enfouissement de toute carcasse infectée, à l'observation obligatoire de la restriction des mouvements des animaux domestiques et des hommes dans les zones circonscrites, à la soumission du site d'élevage aux visites quotidiennes des services vétérinaires et des personnels de santé, à la désinfection des locaux contaminés, à la mobilisation des médicaments et des équipements de protection individuelle et enfin, à l'investigation et au suivi des personnes ayant été en contact avec les animaux infectés. Bien que nécessaires, ces mesures préventives et de confinement ne sont pas sans conséquences pour le Cameroun, premier exportateur d'œufs et de poulets en Afrique centrale, car le secteur avicole est un des piliers de l'économie camerounaise avec 70 milliards de francs CFA d'investissement et 400 milliards de francs CFA en revenus annuels. Selon l'interprofession avicole du Cameroun, la filière avicole connaît une nette croissance avec une production nationale en poulet de chair passée de 31 millions de têtes en 2011 à 50 millions en 2015. Le cheptel des poules pondeuses, quant à lui, est passé de 3,5 millions en 2012 à 5,5 millions en 2015. Et avec la situation de crise actuelle, plus de 50% de ce cheptel a été soit détruit, soit stocké, ce qui représente un déficit estimé à 10 milliards de francs CFA. J'ai gagné au moins 50 000 par semaine, mais je n'arrive même plus à chercher même 10 000 par semaine. Les gens ont prêté les argent dans la banque. Quand la rentrée, on va faire la cassation pour encore remettre l'argent et payer pour aller mettre les enfants à l'école. Maintenant, quand on dit qu'on ne vend pas les poulets, on doit faire comment alors pour rembourser les argents que l'on a d'abord eu à prêter? Ils m'ont demandé de cimenter. J'ai investi l'argent, j'ai cimenté tout ça. Tout ça. Ils l'ont désinfecté 3 fois. Présentement, ils ne savent pas de quoi ils veulent de nous. Voilà l'autre qui va mourir là, on va le filmer. Voilà l'autre qui... Voilà quelqu'un. Le voilà. C'est mes employés. Oui, maman.
C'est mes employés. C'est moi le chef d'ici là. Hein? À tout moment, quand on me dit, je viens, je regarde sa situation. Si tombe là, il est dans à mes frères, à mes comptes. Et je n'ai rien, je ne mange pas. Ma femme ne mange pas, mon enfant ne mange pas. Financièrement, je suis affaibli. Donc, pour être clair, je n'arrive plus à nourrir ces poulets et puis les vendre même. En termes de centaines de millions par jour, si c'est le marché Mvorada. Puisque le marché Mvorada, c'est le marché de référence dans le pays, et même en Afrique centrale. Puisque le produit partait d'ici pour les pays environnants. Vous pouvez même imaginer le coût. Hein? Ça fait beaucoup de milliards qu'on perd par jour. On vous dira qu'on perd environ 1,1 milliard par jour. Mais ce n'est pas que ça. Quand vous réalisez que j'ai eu la nouvelle hier qu'un troisième fermier s'est suicidé en se jetant dans de l'eau, c'est une perte. N'est-ce pas que vous voyez? Quand vous voyez dans quel état se trouvent les aviculteurs, regardez comment ils sont. Regardez leur air. Ils n'ont pas d'air joyeux. Ça, c'est des pertes qu'on ne peut pas calculer. N'est-ce pas que vous voyez? Le stress, la psychologie qui est à terre, c'est des pertes. Pour une sortie de crise, les acteurs réclament la réouverture des marchés et la réorganisation de la filière. Il suffit que le ministre lève son mot d'ordre, un mot d'ordre dont nous savons même l'origine. Parce que jusqu'à actuellement, on se demande même s'il y avait grippe aviaire au Cameroun. Et même si l'opération est scientifique, si c'est scientifique, quand il y a une situation comme celle-ci, on doit savoir qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on va lever l'interdiction. Si c'est scientifique, je dis bien. Jusqu'aujourd'hui, le ministre nous dit que la sanction sera levée d'un instant à l'autre. Un instant à l'autre, ça n'a pas de limite. On ne sait pas si c'est 1 an ou 2 ans, ce jeune an. Ça, c'est nous tuer à feu lent. La grippe est sous contrôle et que nous avons stabilisé les différents foyers et que nous sommes en train de sortir progressivement de la situation qui va passer au stade de surveillance et de contrôle. Nous n'avons plus de nouveaux foyers. C'est pour ça que nous sommes en train de sortir de la crise, nous sommes en train de sortir, nous sommes en train d'organiser. Et je l'ai dit, les gouverneurs des régions organisent déjà des réunions avec les opérateurs économiques pour voir comment réorganiser l'approvisionnement des différentes villes et réorganiser les marchés. À la date du 11 juillet, quand nous avons bouclé ce reportage, des pourparlers étaient en cours entre le gouvernement et les différents acteurs de la filière avicole. Les manifestations, elles, se poursuivaient en guise de protestation, d'autant plus que la région de l'Ouest, principal fief de la production avicole camerounaise, croule sous des milliers d'œufs et de poules qui ne demandent qu'à être écoulés. Voilà pour la situation, pour ce qui se passait à Yaoundé il y a quelques semaines et l'évolution que l'on a pu enregistrer quelques jours après la survenue de cette épidémie qu'est la grippe aviaire. On se réjouit quand même, Président Djonga, qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y en a pas eu. Et je doute même qu'il puisse y avoir un peu plus tard, parce que bon, les statistiques sont là, qui montrent très bien que le passage de ce virus de l'oiseau à l'homme est extrêmement rare. Tant mieux, depuis qu'on parle de grippe aviaire au Cameroun, on n'a pas encore eu de cas de perte humaine signalés dus directement au virus. Bon, évidemment, on ne peut pas passer outre les gens qui sont suicidés. Ça aussi, on peut dire que c'est les morts de la grippe aviaire, mais un autre type de mort. Alors, on vous a vu, vous, précisément, manifester avec quelques-uns de vos camarades devant le ministère en charge de ces questions dans notre pays, questions d'élevage et d'industrie animale. Quel était l'objet de cette revendication et qu'est-ce que vous pensez que cela apporte dans on va dire, la lutte contre la grippe aviaire, mais davantage dans l'encadrement que vous souhaitez de la filière avicole? Bon, il y a eu 2 types de manifestations et nous avons joué 2 rôles par rapport à ces 2 types. Et dans le premier type, c'était les opérateurs de la filière qui manifestaient devant le Premier ministère. Que voulait-il? Ils voulaient être reçus par le Premier ministre. Il faut qu'on s'entende très bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté que le dialogue avec leur ministère de tutelle, le MINEPIA, était bloqué. Ils ont donc voulu se référer au Premier ministre et dans le cadre de leurs revendications, il y avait 4 choses. Premièrement, l'ouverture du marché qui était fermé, plus particulièrement le marché de Bokada. Deuxièmement, la non-autorisation des importations de coupes de poulet congelés au Cameroun, parce que ça faisait vraiment peur aux gens. Troisièmement, la subvention
parce qu'il y a ceux qui avaient perdu leur activité, il fallait qu'on les aide à pouvoir redécoller. Et puis quatrièmement, là, ils insistaient vraiment là-dessus, la spécialisation de leur activité, c'est-à-dire que c'est les arnaques, parce qu'ils ont constaté que quand les agriculteurs sont sur la route, ce sont les policiers qui les contrôlent, ce sont les vétérinaires, par moments c'est les sous-préfets, et il y a des régions où même c'est le maire qui les contrôle. Donc, ils demandaient à ce qu'il y ait des personnes assermentées qui puissent les contrôler dans le cadre de leurs activités. Ça, c'était le sens de la revendication qu'eux, ils voulaient porter au Premier ministre. Ça, c'est le second type, le premier type de manifestation. Et par rapport à ce premier type, je vous l'ai dit, nous les accompagnons. Moi, personnellement, j'y étais. Et la deuxième l'association manifestation ACDIC y était aussi, par devoir, par solidarité et par citoyenneté. D'accord. Alors, la deuxième manifestation qui a consisté à casser les œufs cette fois-ci directement devant le ministère de l'élevage, c'était une manifestation portée par l'ACDIC, donc par l'association ACDIC. Et cette fois-là, nous dénoncions les dégâts causés à la filière avicole par la gestion catastrophique. Et une question me vient à l'esprit, n'était vraiment pas prévu dans le conducteur de cette émission. Les œufs qui sont détruits ce matin-là, ce sont des œufs... 400 œufs, ils sont sains. Comment vous savez s'ils ne portent pas le virus de la grippe aviaire, puisqu'on était en pleine crise? Non, mais écoutez, ces œufs partaient des zones indemnes de grippe aviaire. Là, tenez-vous rassurés. Ces hommes partaient des zones indemnes de grippe aviaire. Et c'était des œufs à couver. Et comme vous le savez, c'est des œufs à couver qui avaient perdu leur capacité d'éclosion. Parce que c'est des œufs qui ont été stockés depuis la date où on avait interdit le déplacement de ces œufs-là. Alors comment se porte la filière? C'était vraiment une question au passage parce si vous permettez, il faut quand même que je vous dise. Oui. Et il était de bon ton qu'on puisse servir un peu des œufs au ministre pour son petit déjeuner. Et c'est ça que nous avons choisi et c'est ce que nous avons fait ce jour. Il faut industrialiser la filière. Il faut que le Cameroun tire bénéfice de ce potentiel de cette filière avicole. Non, ne le dites pas comme ça. Parce que, voyez-vous, quand nous nous sommes élevés contre les poulets congelés, les poulets congelés présentaient 5 avantages par rapport aux poulets produits localement. Premier avantage, il était découpé. Ce n'est pas rien. Deuxième avantage, il était plumé. Ce n'est pas rien. Troisième avantage, le consommateur pouvait acheter la partie qu'il voulait. Il pouvait prendre les ailes, il pouvait prendre les gésiers, il pouvait prendre les pattes. C'était un avantage. Quatrième avantage, il était excessivement moins cher. Donc, c'est par rapport à ces avantages qu'il faut observer la filière locale aujourd'hui. Vous voyez. Or, je vais vous faire remarquer que petit à petit, au niveau de la filière locale, les gens commencent déjà à plumer et à découper les poulets. Et on est en train d'envisager déjà l'installation des mini-abattoirs au niveau des marchés, c'est-à-dire des abattoirs où quand vous arrivez, vous voyez bien qu'on a découpé le poulet, vous choisissez votre partie, que vous achetez et que vous ramenez. Pas les unités de transformation que vous avez. On parle là de la disponibilité et de l'accessibilité pour le consommateur. Tout à fait. Alors ça, c'est l'une des pistes de transformation, d'évolution. Maintenant, la seconde piste qu'il faut évoquer, c'est ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à installer ce qu'on appelle les mayonnaiseries. C'est-à-dire qu'on produit les œufs. C'est-à-dire les œufs vont à l'usine de mayonnaise pour la production de la mayonnaise. On n'a pas encore ça ici. Ce qui est, à mon sens, une piste sur laquelle on devrait évoluer parce que de plus en plus, nos marchés, la production dépasse. On ne le dit pas assez. Vous savez que la filière avicole, surtout pour ce qui concerne les œufs, c'est une des filières où on a réussi à faire en sorte que la production dépasse la demande. Je vais vous donner une illustration de ce que vous êtes en train d'affirmer. Nous sommes donc rendus à Bafoussam. C'est Anissé Simo qui est allé voir là-bas avec Arnaud Ndal comment les producteurs, éleveurs et autres, n'est-ce pas, subissent la crise. Mais évidemment, au passage, comme je le dis, ils ont pu voir la quantité d'œufs qui est produite à Bafoussam. Vraiment, c'est des milliers d'œufs que l'on a perdus avec cette crise. Voici le reportage que je vous invite à regarder. Il est signé de Arnaud Ndal et Anissé Simo. Tout est allé vite, mais alors très vite. Le mauvais vent grippal est venu du Fundi, dans le centre du pays. Puis l'on a annoncé 1400 décès de poulets dans une ferme à Bayangam et 40 autres au marché Casablanca de Bafoussam le 31 mai dernier. Des mesures d'urgence ont été prises. Incinération des cheptels contaminés, fermeture des secteurs volailles dans les marchés et surtout la mesure qui tue, l'interdiction de tout mouvement de produits avicoles dans toute la région. Ça y est, la filière est grippée. Ces mesures ont paralysé le plus important bassin de production de la filière locale. Avec plus de 500 aviculteurs recensés, un cheptel avoisinant 8 millions de poules pour près d'1 milliard d'œufs produits annuellement, la région de l'Ouest est l'épicentre de la production avicole. Avant la crise, elle représentait à elle seule 80% de la production nationale et 60% de la production sous-régionale.
Les mesures prises par l'État du Cameroun ne sont pas allées sans conséquences ici. Près de 14 milliards de francs CFA de perte en 40 jours de crise, des centaines d'emplois perdus et même un drame humain. Mais que s'est-il donc réellement passé à l'ouest du pays? Comment les agriculteurs vivent-ils cette crise? Nous voici donc à Bafoussam à la recherche des réponses à vos questions. À notre arrivée ce matin-là, aux premières heures, nous entreprenons tout de suite de nous rendre au secteur volaille du marché Casablanca, présenté comme le seul foyer où des poules porteuses du virus H5N1 ont été détectées dans le département de la Mifi. Ici, toutes les entrées sont bel et bien fermées. C'est ici donc, au secteur de la volaille du marché de Casablanca à Bafoussam, qu'un autre cas de grippe aviaire a donc été détecté. Même si les commerçants et les aviculteurs demeurent sceptiques, les autorités administratives ont pris la mesure forte, l'interdiction de la commercialisation de la volaille en ce lieu. Les conséquences sont donc nombreuses. C'est ce que nous allons découvrir à la suite de ce reportage. Non loin de là, nous retrouvons des commerçants et autres déplumeurs qui travaillaient à l'intérieur de cet espace marchand. Ils n'ont plus rien à faire ici depuis plus d'un mois et errent juste à côté en attendant la bonne nouvelle, celle qui viendra de Yaoundé. On vient le matin, on se place comme ça, on attend le gouvernement, personne ne vient. On nous a dit que c'est la grippe aviaire, mais nous on ne connaît pas ce qu'on appelle la grippe aviaire. On ne connaît pas. Est-ce qu'on avait trouvé un cas de grippe aviaire ici? Je ne connais pas. On est seulement venu nous surprendre comme ça. Ça fait combien de temps qu'on a fermé? Ça fait déjà un mois, une semaine. C'est ça qui fait la force du marché Casablanca. Puisque tous les commerçants qui sont ici n'attendent qu'elle est venue. Ouais, un peu. Et sans le volaille, personne ne peut arriver sur le marché. Les prix ont littéralement chuté et les consommateurs trinquent. Ne leur parlez surtout pas de grippe aviaire, ils n'y croient pas du tout. Quand je trouve l'occasion, je mange. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a eu par rapport aux œufs? Nous, on consomme toujours les œufs. Nous continuons à consommer les poulets, les œufs, parce que jusqu'à présent, nous attendons les preuves concrètes. Oui, puisque quand c'est moins cher, si j'achetais un poulet par semaine, j'achète même 3 par semaine. La psychose qu'il y avait en 2006, on n'en a pas, on continue à consommer le poulet normalement. Même les œufs, j'en consomme. Et beaucoup de gens en consomment les œufs. Pourtant, l'épizootie a déjà affecté tout le système respiratoire de l'économie avicole dans cette région. Les conséquences se propagent rapidement. Certains agriculteurs n'auraient pas tenu le coup. Le 21 juin dernier, par exemple, un cas de suicide d'un agriculteur surendetté, prénommé Simplice, a fait le tour des journaux et des réseaux sociaux. L'agriculteur se serait jeté dans le fleuve Noun. Nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur ce drame humain, conséquence des mesures d'interdiction de vente des produits avicoles. Des informations recueillies ici nous révèlent qu'il vivait au quartier Kamkwop. Après une demi-heure de renseignements, nous avons retrouvé son domicile. Denis Ndé était le bailleur de Métier-nous Simplice avant sa disparition. Il nous amène au domicile en question. C'est ici qu'il louait. Bon, on voyait des choses, on n'a pas encore balayé parce que dimanche, sa famille est venue ramasser ces choses pour partir avec. Il paraît-il que Simplice a envoyé un message à l'un de ses amis pour qu'il vienne prendre la voiture et la moto pour aller mettre ça chez eux à Bafunda. Bon, quand c'est comme ça, son ami étant inquiet, il a appelé sa mère pour l'informer et ses intentions parce qu'il avait écrit qu'il devait se suicider. Comme sa mère étant une maman, elle a pris vraiment le premier car pour venir. C'est pour ça qu'elle était venue dans la soirée. Vous êtes au courant des raisons pour lesquelles il voulait se suicider? Je ne sais pas, bon, parce que paraît que la grippe aviaire. Parce qu'une fois, il m'a raconté qu'il partait à Tchang. On a saisi sa marchandise et il était vraiment endetté parce que une fois on est venu donner une convocation que je lui remette. J'ai dit que non, il ne faut pas prendre cette convocation, ce n'est que mon locataire. L'épouse ayant déménagé, nous n'avons pu la rencontrer. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés ici. Nous avons pris la route pour le Noun, au péage de Mangoun, lieu où on a retrouvé son véhicule ainsi que les fameuses lettres. Les employés de ce bureau de péage doivent certainement en savoir plus. On a relevé les gens sortant. Oui.
Ils nous ont dit que c'était vers les 4 heures comme ça là qu'il est allé, il est tombé et le matin comme ça on a vu seulement la voiture. On ne sait pas s'il est tombé ou pas. Ben, ce qui fait que d'habitude il y a même un monsieur qui avait laissé sa moto, les clés, il a fait pareil mais il était dans l'eau. Bon, nous aussi nous doutons parce que depuis un certain temps, quand quelqu'un tombe dans l'eau, on essaie un peu de faire certaines cérémonies pour que le corps revienne. Selon des témoignages recueillis juste derrière nous, au premier péage de Fumbot, c'est exactement ici que Simplice Métienou aurait donc garé son véhicule avant de faire le grand plongeon vers l'inconnu. Même si jusqu'ici son corps demeure introuvé et que des zones d'ombre demeurent également au sujet de ce décès. Il convient donc de parler jusqu'ici de disparition, puisqu'au 6 juillet dernier, date de réalisation de ce reportage, le corps n'avait pas encore été retrouvé. Cependant, les agriculteurs de la région de l'Ouest broient vraiment du noir. Voici Zachary Lendi, propriétaire d'un grand domaine avicole à Batoukop, dans l'arrondissement de Bafoussam-Premier. Il est au bord de la dépression et vous comprendrez pourquoi. Ici, sa ferme. Plus de 42 000 volailles pour une production quotidienne moyenne de 37 000 œufs. Depuis l'interdiction de vente, il étouffe sous les alvéoles de sa production, écroule sous le poids des dépenses. Depuis le début de la crise, je n'ai pas vendu d'œufs. J'ai puisé tout mon fonds, toutes mes réserves pour les nourrir jusqu'aujourd'hui. On attend. On attend, on classe comme vous avez vu classer là, on attend. Le jour où le gouvernement va ouvrir. Et nous, on ne sait pas si le gouvernement est en train de comprendre ce que nous sommes en train de passer. Si vraiment, s'il comprenait ce que nous sommes en train de passer, il ne devait pas bloquer l'œuf et le poulet. Nous posons les œufs, nous allons mettre où? On n'a pas mis une porte de sortie pour écouler les œufs. Oui. Donc il n'y a aucune porte de sortie. Il n'y a aucune porte de sortie. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites de ces œufs? Je les stocke. Ceux qui pourrissent, je jette. Zachary a déjà procédé à une compression de son personnel. Il a dû se séparer de 5 des 25 jeunes qu'il employait. Ces journées sont désormais un supplice. Quand une journée passe, je dis que Dieu merci. Je continue demain. Donc je vis au jour le jour. Le jour, ça ne doit pas donner. Bon, peut-être que je vais mourir ou bien je vais ouvrir les portes. Les poules vont remplir tout le village. La mesure est extrêmement dure. Extrêmement, ce n'est même pas vivable. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. On ne peut pas se lever un matin, on dit qu'on signe qu'on a fermé. Oui, il y a la grippe aviaire. Si on cisait la grippe aviaire, vous laissez sortir les autres qui n'ont pas de problème. Hein? C'est ça, non? Mais on bloque tout le monde, on bloque tout, on ne veut rien comprendre. C'est-à-dire que le travailleur est devenu le bandit. C'est-à-dire que quand tu portes un carton de pour aller chez toi, on t'arrête, on dit que tu es trafiquant. Toi qui luttes tous les jours pour le devant du pays, tu deviens trafiquant. Tenez par exemple, juste pour la nutrition de son cheptel, ce fermier doit dépenser en moyenne 1 200 000 francs CFA par jour. En une quarantaine de jours seulement, le fermier estime ses pertes à 60 millions de francs CFA juste pour cette ferme. Ça, c'est une vie qui est en train de partir en fumée. Ça, c'est au moins 21 ans de sacrifice. En vol d'oiseau d'ici, nous allons à la visite d'une autre ferme. Aux établissements Wafo, la situation est similaire. Zéphirin Tinan, responsable technique de cette ferme de 60 000 poules pour une production moyenne de 50 000 œufs par jour, nous décrit la situation chez lui. La production a beaucoup baissé. Dans un premier temps, on a fait l'alimentation à 50, moitié alimentation. Et jusque-là, ça a été difficile. Actuellement, il y a des jours où les poules passent 3-4 jours sans manger. Vous allez voir les poules, elles sont toutes chétives, elles sont maigres. On est à moins de 20 000 aujourd'hui. C'est un cataclysme, c'est plus qu'une catastrophe. Je me dis quand même que le Cameroun, le ministère a très mal géré la crise. On aurait pu la gérer autrement, comme ça se passe ailleurs. Je sortais d'un forum en Tunisie où on a eu un problème de grippe aviaire. Ils ont géré ça d'une manière différente de nous. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi au Cameroun, on a paralysé toute l'économie. Ici, le personnel a été compressé à 50%. 1500 cartons d'œufs ont été détruits pour plus de 21 millions de francs CFA de pertes.
Zéphirin pense que les autorités auraient pu gérer la situation autrement. On aurait pu faire un corridor et non bloquer toute l'économie. On a dit dans la loi internationale c'est 21 jours, le dernier cas c'est le 14. Donc logiquement le ministre devait ouvrir ça le 4 ou le 3. Mais nous sommes aujourd'hui le 6, rien n'est fait. Malgré le stress permanent, les acteurs de la filière se sont regroupés autour d'une cellule de crise pour non seulement s'entraider, mais aussi constituer une force de proposition face aux autorités. Roger Penka préside aux destinées de cette plateforme. 40 jours après le début de ce mélodrame, il n'a pas cessé de sortir la calculette. On a fait un petit calcul qui correspondait aux charges quotidiennes du secteur avicole. C'était de 352 millions quotidiens. Et si vous supposez que aujourd'hui on va arriver à 40 jours, je crois, on devrait se retrouver autour de 14 milliards. Quand vous imaginez que l'aviculture représente autour de 70% de l'économie de l'Ouest, alors vous comprenez que si 70% des revenus sont immobilisés, alors le reste ne fonctionne presque pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous verrez que les gens le secteur de transport souffre à l'Ouest, la distribution et le bâtiment en a pâti. 21 000 emplois sont mis en danger par la crise dans la seule région de l'Ouest. Si on peut aisément chiffrer les conséquences économiques, le drame humain quant à lui est incalculable. Sur le plan social, il y a eu un drame qui s'est vu dans la société parce que il y a les ménages qui se déstructurent parce que la plupart des gens qui perdent les emplois, en réalité, la conséquence c'est que les ménages se trouvent fragilisés. Il y a des entreprises qui vont fermer et même si aujourd'hui l'activité est arrêtée, il y a des entreprises qui ne vont plus jamais se relever. Ça, c'est déjà ça. Et comme je disais, quand vous discutez avec les éleveurs, vous en rendez compte, il y a une grosse déprime chez les éleveurs, chez les agriculteurs. Aussi, j'ai toujours dit, après la crise, il faut que le gouvernement pense à envoyer des psychologues pour suivre ces agriculteurs parce qu'ils sont dans un état dépressif assez avancé. Il y a le cas Simplice. Nous savons, Simplice a disparu, c'était un de nos éleveurs. Un des agriculteurs, il a participé à une réunion 2 jours avant sa disparition avec nous et il était vraiment déprimé. La guerre contre l'épizootie de grippe aviaire est loin d'être gagnée ici. Les pertes donnent le tournis. Même après la levée des mesures d'interdiction de commercialisation sur les produits avicoles, il faudra du temps pour relever la courbe de la production. La poule aux œufs d'or est loin d'être sauvée. Dans un cheptel comme celui-ci, de près de 60 000 poules, seulement la nutrition quotidienne de ces volailles avoisine facilement le million de francs CFA. Les aviculteurs dans la région de l'Ouest sont donc au bord du gouffre. Il faut sauver la poule aux œufs d'or. Président Bernard Ndjonga, là c'est la région de l'Ouest, précisément Bafoussam, où notre équipe est allée voir comment les aviculteurs ont reçu un coup de fouet, on va le dire, avec cette grippe aviaire. Vous parlez de cette production qui est très importante. On a beaucoup perdu, ne restons pas là-dessus. Nous voulons voir dans cette édition de stratégie comment est-ce qu'on peut gagner davantage avec la filière avicole. Quand vous observez la dynamique que la filière avicole nationale a obtenue, c'est le fait exclusivement des aviculteurs. Oui. Je ne sais pas si vous réalisez. Tout à fait. Parce que s'il faut parler de chiffres, mais voilà un secteur, une filière qui a, en termes d'investissement, mis en place environ 200 milliards d'investissements. Et ces investissements, ce n'est pas le fait des subventions de l'État. Donc c'est une initiative qui a été prise par les agriculteurs eux-mêmes. Et c'est ça qui me pousse à vous dire ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser cette filière et pour la dynamiser encore plus? La première chose à faire, c'est de respecter et de sécuriser les producteurs. Ça, c'est très, très important. J'insiste dessus parce qu'on pourra y revenir pour d'autres secteurs, pour d'autres filières. On a vécu des situations où on a des gens qui sont battus pour avoir des investissements. Tous ceux que vous avez comptabilisés, vous n'avez pas su comment ils ont fait pour avoir de l'argent pour pouvoir lancer la ferme. Des plus petits aux plus grands. Donc, il est question de les sécuriser. Ce serait un effort énorme. Évidemment, je pense qu'il y a des facilités qu'il faudrait faire, il y a des actions qu'il faudrait accompagner. Quand on comprend aujourd'hui que nous exportons les œufs au Soudan, en Libye, au Tchad, au Congo, en République centrafricaine, au Gabon, en Guinée équatoriale, je pense que c'est des filières qui ont été construites. Il faut le savoir, parce qu'on ne le dit jamais assez. C'est des filières qui ont été construites, c'est des pistes qui ont été construites par les acteurs eux-mêmes.
Je pense qu'il faut les sécuriser même dans ce cheminement. C'est très très important. Alors, où en sont les acteurs en attendant qu'on vienne les encadrer? Est-ce que, ma question est vraiment de savoir si vous avez déjà entrepris des démarches dans le sens de la piste que vous êtes en train d'indiquer? Bon, mais écoutez, la filière avicole à travers l'IPAVIC est quand même organisée. Il y a un début d'organisation qui a été mise en place. Dieu merci, elle a été mise en place suite à la grippe aviaire de 2006 et suite aussi à la campagne contre le poulet congelé qu'on a menée dans la même période. Cette filière a été mise en place. Elle regroupe aujourd'hui environ, disons, au bas mot, 75% des acteurs de la filière. Je pense que ça forme déjà un noyau qui peut permettre, et une structure au sein, à travers lequel on peut accompagner cette filière. Il sera question, à mon sens aujourd'hui, d'entrer en contact de ces acteurs, de cette interprofession et de discuter avec elle pour voir quelles sont les pistes d'accompagnement qu'eux, ils souhaiteraient avoir, ces acteurs souhaiteraient avoir. Et je pense que ce serait une piste très, très intéressante. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Nous pensons que le gouvernement a entendu votre appel et cette main tendue sera certainement bien accueillie. Avec la grippe aviaire, Président, vous avez continué à manger du poulet, mais beaucoup de Camerounais, par prudence, ont choisi le porc. On l'a mangé à toutes les sauces, on l'a eu dans tous les menus et les acteurs de la filière en ont tiré grand bénéfice. L'équipe de rédaction de Stratégie s'est intéressée au porc pendant cette période et c'est Merveline Tapi et Brice Fotso qui sont allés sur la route du porc. Voici leur reportage dans cette édition de Stratégie. Une sérénade pour nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes au marché des porcs de Bouddha. C'est ici le nouvel Eldorado de l'élevage, mais surtout de la vente du porc sur pied. Les commerçants se donnent rendez-vous au moins 2 fois par semaine dans ce marché spécialisé pour se ravitailler. Ils viennent d'horizons divers, mais partagent la même passion pour cette bête. Pourquoi cet intérêt soudain pour l'animal réputé le plus sale? Dans cette enquête que nous avons menée pour vous, nous nous intéressons au business autour du porc et aux difficultés que rencontrent les éleveurs et les vendeurs dans la pratique de leur activité. Gare routière de Mimboman Terminus, nous sommes à Yaoundé. L'horloge affiche 23 heures passées de 22 minutes. Nous retrouvons Yannick, un jeune vendeur de porc sur pied. Ensemble, nous effectuerons le voyage. Minuit 13, nous quittons la gare, mais avant de prendre définitivement la route, petit arrêt ici à Tradec-Semana. Bruno nous y attend depuis quelques minutes. Frère aîné de Yannick, leur passion pour le porc est une affaire de famille. Après avoir bossé toute la journée, il faut prendre la route de nuit, la routine pour ses habitués. Seul le voyage prioritaire, c'est la nuit. Oui, parce qu'il faut arriver au petit matin. Et puis à partir de 6h, 6h30, les achats vont commencer. Oui, c'est pas souvent très prudent d'en prendre le taxi. Oui. Soit on fait une réservation au niveau de l'agence en journée et puis le bus passer nous chercher. Nous prenons la nationale numéro 4, Yaoundé-Obala-Bafoussam, 257 km à parcourir.
Notre engin s'enfonce dans la nuit noire. À cette heure, les poids lourds dictent leur loi sur cet axe. Après des heures interminables à batailler avec ce qui reste de la chaussée, le jour nous ouvre progressivement ses bras. Nous arrivons à Bafoussam au petit matin. Le chemin est encore long, mais le plus dur est passé. Il faut compter environ 3/4 d'heure encore pour arriver à destination. Bouddha, nous y sommes. Le jour s'est levé, les populations aussi et les activités reprennent. C'est à bord de ces mototaxis que nous nous rendons au marché des ports. Aucun taxi jaune n'est visible ici. Il est à peine 7 heures du matin, mais on a l'impression que les activités ne s'arrêtent jamais dans ce marché. Les cochons, objet de toutes les curiosités, sont traînés à coups de fouet et de pied à l'espace à eux réservé. D'autres arrivent à bord de motos ou de porte-tout. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Blondes, brunes et même rousses. Il y a les large white. Vous allez voir les porcs avec les oreilles pendantes, les larges oreilles. Il y a les duroc, ce que vous appelez facochets, c'est-à-dire avec le groin recreusé là. Il y a les langras, il y a les bêtis. Donc il y en a toute une pléthore. De nos jours, il y a même une race que le ministère a importée, les Nema. C'est élevé en Koundé. Ça, c'est pour améliorer la production. Vous avez dit Beauregard? Vous voilà servi. Bruno a déjà quelques spécimens dans son viseur. Au simple toucher, il peut identifier la qualité de la marchandise. C'est les parties des côtes que je touche. Ça, c'est pour savoir si le poids a la graisse ou pas. Parce qu'en termes clientèle aujourd'hui, les gens ont besoin, pour éviter le surpoids, les gens ont besoin des porcs qui n'ont pas de graisse. La taille et le poids n'influencent pas. C'est un groupe de porcs secs, mais ils ne sont pas secs. Les négociations démarrent sans tarder. On peut vendre un porc de 6 mois, c'est-à-dire d'environ 90 kg, jusqu'à 120 000 francs CFA. Ici, on parle un langage codé et la présence des caméras n'est pas toujours très appréciée. Pour prendre, c'est combien? Pour prendre là, c'est combien? Ça là. L'homme, il fait ça. Prends 8 et demi. Ne t'occupe pas, prends 8 et demi. Hein? Et l'autre aussi, et un semi. Tout ça, c'est des porcs fatigués. La race, mais surtout la qualité de l'alimentation de l'animal sont des critères déterminants pour de bonnes affaires. Ah, mais ils ne sont pas secs. Ils ne sont pas secs. C'est un groupe de porcs secs, mais ils ne sont pas secs. C'est pas un problème de nourrir. On a mal nourri. Nourrir pour que ce soit gras, c'est de la mauvaise nutrition. Quand vous êtes bien nourris, on les voit, ils sont beaux. Mais la qualité des gens, il n'y en a pas. Hein? Non, c'est pas sec. Tu parles de quoi, non, mon frère? Je suis un bleu. Tu ne me trompes pas en plein jour. C'est trop long le port là. Attends, il va d'abord prendre le port. C'est le port. Non, toi tu veux me prendre là. Après plusieurs tractations, les premiers accords sont conclus. Les porcs de Bruno sont marqués pour ne pas être confondus avec ceux d'autres acheteurs
au moment d'être acheminés vers Yaoundé. Les affaires se poursuivent au marché de port de Bouda. Les acheteurs viennent de plusieurs autres régions du pays pour se ravitailler. Raymond est boucher à Douala. Il s'approvisionne au moins 2 fois par semaine dans ce marché. Il y a les jours qui manquent. On est obligé de venir en brousse pour nous ravitailler, pour satisfaire les gens là-bas. Non, ce matin, le marché se porte très bien. Très bien. Parce qu'il y a abondant la marchandise. Je peux me quitter ici avec 20 ou 25. Je vois avec. Et ça vous prend combien de semaines pour évacuer la marchandise à Douala? Ça vous prend combien de temps pour revendre tout ce Douala? Non, c'est 3 jours. Ouais, samedi, je serai encore ici. Je fais le marché d'ici tous les jours. Je vois les gros aussi. Ils sont nombreux ici à avoir fait fortune dans le levage et la vente du porc sous toutes les formes. C'est le cas de Thomas qui vit de cette activité depuis 21 ans. Je suis à Bamenda, dans le village de Bamenda. Oko, Babissi, partout dans les plus de Bamenda. Ils viennent à Bouddha revendre. Ceux qui partent à Yaoundé, quoi. Je lève aussi. J'ai réalisé beaucoup de choses. Oui, avec ça, j'ai pu épouser, bon, je suis même polygame, épouser même les femmes. Avoir des enfants, ils envoient l'école, d'autres sont à l'université. Acheter même des voitures. Et construire donc j'ai construit les maisons, ce n'est pas des immeubles. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Non, c'est mon activité principale. Chaque année, il dispose d'au moins 30 porcelets à élever dans ses enclos. Pour alléger les charges, Thomas s'est mis à l'agriculture aussi. C'est aussi le maïs. Je me permets aussi de nourrir mes porcs que je lève au village. Je les revends, ça me bat, je les revends. Donc, ce n'est pas, bon, quand ça grandit, je diminue. Bon, à un temps, je peux avoir même 20, même 30, et je lève. Bon, le maïs me permet de les nourrir. Et combien gagne un éleveur de porc par jour de marché? Si c'est fructueux, pour avoir moi, même 100 000, même 200 000 des fois, par jour de marché. Bon, il y a des fois 50 000, il y a des jours qu'on paie. Ici, les activités se déroulent sous le regard attentif d'un vétérinaire. Il assure le contrôle sanitaire des bêtes, de l'élevage à la commercialisation. Les enclos doivent être bien construits, dallés, couverts. Pas comme ce que vous voyez là. Parce que ici, ça c'est le parc d'embarquement. Chez les éleveurs, nous les conseillons de faire des porcheries modernes, à la limite, sur pilotis et bien protégées. Voilà, dans un premier temps, pour que nous ayons la viande saine, pour éviter aussi au maximum les petites maladies qui peuvent survenir. Les maladies rouges, cauchemar des éleveurs. Heureusement, il existe des moyens de prévention pour un bétail propre et en bonne santé. L'éleveur à son tour doit balayer matin et soir, à la limite laver. Et les déchets doivent être déposés dans une fosse. Et ces déchets doivent être transformés en compost pour fertiliser les champs. Si un éleveur se comporte comme ça, il n'aura jamais de maladie. On donne le remède vert aux animaux tous les 2 mois, sauf les gestantes. Parce que le vermifuge peut faire évacuer les petits. Et la vaccination doit se faire à l'entrée et à la fin des pluies. On fait les vaccinations 2 fois par an contre les maladies rouges. Nous retrouvons Bruno en début d'après-midi. C'est l'heure du bilan. J'ai un bilan très positif parce que la qualité et la quantité de marchandises que j'aurais voulu, je l'ai eu. J'attends présentement la voiture que j'ai déjà appelée pour le chargement de tout à l'heure, que je vais constituer avec mon petit. Donc on va essayer de constituer un camion 12 tonnes ensemble. On est dans 70 bêtes achetées. Combien environ de dépenser? On peut avoir une estimation. Disons qu'on a de l'âge de 8 millions et demi. L'ambition de notre pays, de consolider sa sécurité. Après avoir fait les comptes, reste l'étape cruciale du transport vers la capitale. Il a beau être satisfait des achats effectués dans ce marché, Bruno ne sera tranquille que lorsque ses porcs seront arrivés à destination.
C'est généralement à Yaoundé, quand mes bêtes sont arrivées, que moi je peux dire j'ai fait un bon marché. Ça c'est comme ça, parce qu'au cours de transit, on peut avoir, on peut perdre les porcs. Oui, les porcs peuvent mourir. La marchandise stockée dans ces enclos entame son ultime voyage vers sa destinée. Et c'est dans ce camion affecté à la tâche que les bêtes seront transportées. À ce niveau encore, il y a des normes à respecter. Chaque camion qui part d'ici doit subir une désinfection. On pulvérise à l'aide du virinette. Quand on charge, ils partent maintenant. À chaque station où ils trouvent de l'eau, ils peuvent nettoyer, puisque les sudés, ils respirent par la peau et il ne faut pas qu'ils surchargent les camions. On a donné la norme maximum, un camion comme celui que vous voyez derrière vous, 80 porcs, pas plus. Désormais, je veux chanter le cochon. Certains seront revendus sur pied pour des cérémonies traditionnelles, d'autres abattus et revendus en pièces détachées. Notre odyssée au sein de l'univers du cochon se poursuit. C'est dans la deuxième partie de notre enquête. Tout est bon dans le cochon, du gros jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Président Djonga, vous mangez quand même du porc? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord, on va continuer à en parler, mais visiblement vous êtes un grand amateur de poulet et certainement qu'avec la crise qui s'estompe, qui va vers sa fin, les marchés vont probablement être ouverts bientôt. Et on annonce également du poulet congelé qui sera en train de revenir. Vous avez connaissance de cette question? Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que quand on m'a parlé de ce poulet qu'on a vu dans les magasins à Douala, j'y suis allé, j'étais à Zépol personnellement. Les photos que j'ai vues dans certains médias, je les ai filmées aussi. Mais il ne s'agissait pas du poulet congelé que nous avons décrié dans les années passées, non. Il s'agissait du poulet haut de gamme, de classe A, qui sont autorisés de commercialisation au Cameroun. Je pense que, et qui sont de très bonne qualité, il faut le dire. Parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Un des facteurs qui nous avait amené à nous élever contre les poulets congelés, c'était que sur le plan de la santé, ça représentait un véritable danger pour la santé humaine, de par le mode d'élevage qui était un mode qui favorisait la présence des antibiotiques dans le poulet servi aux consommateurs, et puis aussi ce qu'on appelle la distribution capillaire, c'est-à-dire le mode de distribution qui était sur le marché, on le constatait très bien, qui se prêtait au développement des salmonelles, qui causait aussi les maladies. Alors vous allez remarquer que le poulet que j'ai vu à Zépol, c'est sans publicité, c'est le poulet qui est haut de gamme, il se vend à 4 000 francs, et il est sain, il ne présente pas tous ces risques que nous avons évoqués. Et si vous permettez quand même que je dise un mot, et c'est très dangereux de crier au loup lorsqu'il n'y a pas de loup. De loup dans la bergerie. Dans la bergerie. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui montre, parce que j'ai vérifié que le ministre n'avait, je vous le dis, signé aucune autorisation d'importation. Je le répète ici, je l'ai vérifié. Aucune autorisation d'importation. Alors, ceux qui crient au loup, ça peut décourager les agriculteurs qui ont envie de se relancer. Ça peut les apeurer et puis freiner leur élan. Voilà pour le poulet, on avait fait le tour, Président Djonga, et nous vous invitions dans le reportage qui a précédé ce commentaire sur le poulet congelé, à voir comment le porc s'était refait une place dans les menus, mais également adresser la question de sa production, de l'élevage de porc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette filière, pour le dire ainsi, sur cette production animale? Bon, je pense que nous avons l'exemple de la filière agricole devant nous. Une filière qui s'est organisée, qui s'est structurée. Vous avez les accouveurs, vous avez ceux qui font dans le poussin, qui s'est spécialisée. Je pense le premier vœu qu'on peut émettre concernant le porc, c'est que ça fasse une filière organisée. Malheureusement, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous voyez. Alors que par rapport à la filière avicole, on sait ceux qui font dans le poussin, ceux qui font dans la provanderie, etc. Tel n'est pas le cas pour la filière porcine, et ça, c'est un peu regrettable. En choisissant ce sujet sur le porc, ce n'est pas seulement parce qu'il a remplacé le poulet en période de grippe aviaire dans certains menus, mais c'est également parce qu'on a vu que la grippe porcine, effectivement, la peste porcine, qui a sévi dans l'extrême nord notamment du pays, a été peut-être mieux contenue, ne s'est pas étendue aux autres régions du pays. On a surtout vu une interdiction de sa commercialisation du nord vers le sud. Vous avez apprécié cet encadrement de la peste porcine? Pas entièrement, parce que c'est le véritable problème qu'on a eu avec le poulet. Je suis obligé de revenir par là, mais je reste sur la peste porcine pour dire ceci. Lorsque un animal est atteint de peste, si c'est vous qui saignez cet animal et vous le faites cuire, vous êtes hors de risque. Il n'y a aucun risque que vous courez. C'est la même chose pour le poulet. Vous voyez un peu. Ce qui fait que les méthodes de cantonnement qui sont retenues
comme tel a été le cas par rapport au porc qui venait de la région du Nord. C'est des méthodes qui permettent effectivement d'éviter la propagation de la peste, mais ça ne tranquillise pas en tant que tel, ça ne facilite pas le travail au niveau des consommateurs. Il y a une perte qui est enregistrée qu'on pouvait éviter. Il faut qu'on le sache, qu'on pouvait vraiment éviter. D'accord. Merci, Président. Nous allons vers la fin de cette édition. Nous parlons là du porc et je le dis en souriant parce que Merveline Tapi et Brice Fotso, qui sont allés voir comment se portait la filière, ont choisi de nous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du cochon que je vous invite à regarder dans ce deuxième reportage consacré au porc dans cette édition de Stratégie, notre spécial élevage. Voici le reportage de Merveline Tapi et Brice Fotso, une histoire de cochon. Retour à Yaoundé. Nous retrouvons Bruno et Yannick ici au marché des porcs de Mvogada. Le voyage a été paisible pour tout le monde. Les bêtes sont bien arrivées, on n'a pas eu trop de calage. On a mis les porcs dans l'enclos, les voilà encore. Bon, le marché c'est un peu dur. Ce n'est qu'à la fin du mois qu'on essaie de vendre parce que ici à Yaoundé, les gens font leur programme par rapport à leur salaire. Comment peux-tu insulter le porc? Bien que quelques commerçants trouvent encore leur compte dans cette activité, la situation dans ce marché est alarmante. Les activités tournent au ralenti. Présentement même, il n'y a pas de porcs. Les enclos sont vides. Il n'y a que 3 personnes qui ont les porcs ici au marché. Par contre, avant, le marché était inondé des porcs. On pouvait vendre même le kilo de porc à 1800. Présentement, le bon kilo de porc, c'est 3000 francs. Avant, le porc qui coûtait 30 000, aujourd'hui coûte 60 000. Presque le double du prix. Parce que le leveur d'ici essaie de prendre le cahier, calcule l'aliment que le porc a mangé, calcule les employés qu'il a payés avant de vendre son porc. De nombreux enclos sont vides. Des commerçants au chômage avouent passer des journées à errer dans le marché à la quête du pain quotidien. L'une des raisons majeures de ce ralentissement des activités selon de nombreux commerçants serait l'interdiction de se ravitailler dans la partie septentrionale du pays. Les porcs sont très rares. Voilà un enclos où on mettait avant les 70-80 porcs. Maintenant, ça sert de magasin pour garder les cartons et les lattes. Vraiment, ça ne marche pas. Nous, on a besoin de porcs du Nord. On parle plus précisément au ministre de l'élevage, qui nous donne les porcs du Nord. On en souffre énormément ici. Vraiment, ça ne va pas. Au Nord, on prend à un prix relativement bas et puis on essaie aussi de vendre ici. Oh, par contre, ici, on n'en trouve même pas. Il n'y en a même pas. Voilà mon enclos qui est vide. On me demande de payer la quittance, les impôts. L'enclos étant vide, je veux payer la quittance avec quoi? Je veux payer les impôts avec quoi? Je veux nourrir ma famille même avec quoi? C'est le problème qu'on vit à l'heure actuelle. On veut que le gouvernement nous aide. S'il peut ouvrir au moins la porte de la route du Nord pour que les porcs reviennent comme ça venait avant. Quand les porcs venaient du Nord, ça allait un peu. Même quand tu pars au Nord, tu achètes tes 10-20 porcs, tu t'en sors. Maintenant, là, pour aller à l'ouest, Bamenda, c'est un peu difficile. Les gens de Bamenda ne fournissent pas les porcs comme à l'extrême nord. Donc, il y a une grande différence. Une information que nous allons vérifier auprès du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Nous apprenons en effet que le gouverneur de la région du Nord a interdit tout mouvement de porc entre Yaoundé et Garoua en raison d'un cas de peste porcine détecté à une centaine de kilomètres de là, ceci par mesure de prévention à une éventuelle épidémie de peste porcine. D'après le programme de développement de la filière porcine, le chiffre d'affaires généré par la vente du porc au Cameroun chaque année est d'environ 55 milliards de francs CFA. Le PDFP révèle que plus de 250 porcs sont abattus tous les jours à Yaoundé, rien que pour la vente à la braise. La demande ne cesse de croître, appelant à un nécessaire accroissement de la production. De retour de Gouda, nous voici donc au marché Mvogada de Yaoundé. Nous avons retrouvé les bêtes, certaines en bonne santé, d'autres dont le sort a déjà été scellé. Notre enquête se poursuit et cette fois-ci, c'est à la braise. Gabin, jeune vendeur de porc à la braise, se ravitaille dans ce marché. C'est dans cette boucherie de fortune que sont apprêtés les morceaux destinés à la vente. La récession est perceptible à tous les niveaux de la chaîne. J'avais 8 fous de porc en tout. Mais comme le porc est devenu rare à Yaoundé, le porc est devenu très rare,
à cause de la ligne du Nord qu'on a fermée. Bon, j'ai fermé au moins 4 fours de porc. Je fonctionne maintenant avec 4 fours de porc. Je suis en train de couper le porc. Donc pour aller au four maintenant, je vais préparer avant de vendre. Avant, j'abattais au moins 5 porcs, 6 porcs par jour. Mais maintenant, c'est rare. Je peux tuer même 2 porcs. Parce que trouver est rare. Puisque le porc est cher, c'est 600 le morceau. Celui qui a 500 ne peut pas manger. Parce que le porc est cher. Nous, on tue comme ça, on paie au moins 20 000 sur place. Avant d'aller au marché, au four, c'est débrouiller avec. Selon le rapport d'une enquête menée au début des années 2000, la vente du porc braisé semblait plus développée à Yaoundé, avec un pourcentage de 50%. Les villes de Douala et Tchang se partageaient équitablement les 50% restants, soit 25% chacune. Dans l'ensemble, les commerçants vendant entre 20 et 55 kg de porc par jour étaient les plus représentés, suivis des moins de 20 kg et enfin des plus de 55 kg. L'activité était alors naissante et constituait un grand débouché pour une production intensive de porc, surtout à Tchang, à qui on associe généralement l'image de cet animal. Nous y avons fait le détour pour une petite leçon d'histoire. Voilà que les Allemands débarquent ici et mettent sur pied un centre de multiplication des productions de ce que j'appelle les productions exotiques, dont le porc. Et ils importent le porc que nous appelons aujourd'hui blanc, ce qu'on appelle le large white aujourd'hui. Pas? Le porc blanc devient le porc de Tchang, d'où Tchangkuna. Donc quand on dit Tchangkuna, ce n'est pas parce que il y a une consommation absolue du kuna à Tchang, mais simplement parce que ça vient de là. Avec le temps, l'élevage et le commerce de cet animal ont pris un violent coup de patte dans la ville de Tchang. Beaucoup ont abandonné, mais la viande de porc reste incontournable dans les habitudes alimentaires, que ce soit à Yaoundé ou à Tchang. À Tchang, les gens mangent beaucoup de porc. Avant, je m'en sortais beaucoup. Je pouvais quitter ici avec 80 000. Mais maintenant, pour vendre 5 000, c'est pas facile. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Quand tu as abandonné, vous allez persévérer quand même. Ah, on doit persévérer. La viande principale ici, c'est ça qu'on trouve sur le marché. Et du coup, on mange ça sous toutes les formes. En brochette, en découpé. Donc voilà, tous les soirs, on se débrouille. Quand on n'a pas de quoi manger, on vient là. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petites augmentations sur le morceau. On était à un moment donné à 500 le morceau, mais on est déjà à 600. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette viande? Les consommateurs sont-ils conscients de son apport nutritionnel? Pour répondre à cette question, nous allons à la rencontre d'un coach en nutrition. Le porc est un mammifère pachydème de la famille des suidés. Et on va comme ça distinguer la version mâle qu'on va appeler le verra et la version femelle qu'on va appeler la truie. Alors pourquoi cette précision? Simplement pourquoi? Parce que rien qu'à partir du genre, c'est-à-dire que la dimension du genre va grandement influencer la composition de la viande en elle-même. C'est-à-dire que chez le verra, par exemple, on aura une viande plus maigre, mais chez la truie, on va avoir une viande plus riche en matière grasse parce que la truie est naturellement destinée à la procréation. Donc, on aura un quota de gras déjà assez élevé à ce niveau. Mais ce n'est pas tout. Poursuivons. Pourquoi? Parce que c'est aussi une viande assez intéressante dans la mesure où c'est l'une des rares où pratiquement toutes les parties sont utilisées.
Donc, on va utiliser la chair pour la consommation directe, braisée, cuite. On va utiliser les boyaux qui sont très utilisés pour l'enveloppe des différentes saucisses, jambon et autres. Et on va utiliser la graisse pour la fabrication du sandou, lardons qui sont également très utilisés en cuisine. Donc, c'est l'une des rares viandes dont les différentes parties se prêtent vraiment à des utilisations et à des usages divers. Contrairement aux idées reçues, c'est une viande maigre. Une fois débarrassée de son enveloppe, elle est moins grasse que la viande de bœuf et le poulet. Mais la particularité du porc va mieux se saisir à travers le schéma suivant, où vous remarquez très bien qu'ici, là, on a la viande de bœuf, la viande de porc et celle de poulet. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que la viande de porc n'est pas aussi grasse qu'on peut penser, parce qu'ici, on a une teneur en calories, c'est-à-dire valeur énergétique de 216 kilocalories pour 100 grammes de viande crue. Donc, le poulet dépasse largement la viande de porc en ce qui concerne la teneur en gras. La viande de porc est la viande la plus riche en calcium. Vous voyez ici, teneur en calcium. Chez le bœuf, on est à 8 mg pour 100 grammes de viande crue. Au porc, on est à 19 mg pour 100 grammes de viande crue. Et le poulet, on est qu'à 12. Donc, cela veut dire que une personne qui souffre d'hypocalcémie, par exemple, et qui est dans l'embarras du choix d'une viande peut privilégier la consommation de la viande de porc pour implémenter ses apports en calcium. C'est également une viande qui est la plus riche en phosphore. Donc, vous voyez très bien qu'on est à 200, lorsque chez le bœuf, on est à 173 et le poulet 132. Or, précisons que le calcium et le phosphore sont les deux éléments minéraux qui rentrent dans la solidification et le maintien en bon état du squelette et de tout ce qui est os et dents en général. On va également souligner que la viande de porc est la plus riche en vitamines de complexe B. Donc, complexe B1, c'est la viande la plus riche. Et précisons que les vitamines de complexe B sont celles qui ont une influence directe sur le fonctionnement des cellules cérébrales et du système nerveux en général. Donc, les personnes qui fournissent grandement un effort de mémoire consommeront préférentiellement la viande de porc sans remettre en danger leur santé et tout en maximisant les potentialités cérébrales. Le mode de préparation et la partie consommée sont des détails non négligeables pour une alimentation saine et équilibrée. On peut manger le filet de porc lorsqu'on est au régime. On peut également manger les intestins, tout ce qu'on appelle boyaux, sans mettre forcément sa ligne en danger. Mais on fera attention aux parties telles que la poitrine et toutes les parties qui concernent la peau en fait, parce que c'est là qu'est concentrée la majeure partie de la matière grasse. Et puis aussi, pour les amateurs de charcuterie, on fera aussi attention aux saucisses, saucissons, où est concentrée quand même une bonne partie de matière grasse. Donc la mortadelle, salami, ou même à l'œil nu, on peut aisément distinguer les portions en gras. Une viande dont raffolent de nombreux Camerounais. Malgré toutes ses vertus, la viande de porc est proscrite chez certains. C'est l'aliment qu'on ne doit jamais consommer, selon certains préceptes religieux. Personne d'entre les êtres humains aujourd'hui ne devrait pas manger la viande du porc. Parce que ce n'est pas seulement le musulman qui a l'interdiction de consommer la viande du porc. Même le chrétien a, n'est-ce pas, l'interdiction dans la Bible de consommer la viande du porc. Pour preuve, si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7, il est dit « Le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu et qui ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. » Un animal maudit selon les livres saints et qui dans la vie réelle est tout simplement répugnant, d'après le chef religieux. Le porc, on peut constater qu'il mange tout. Hein? Il est omnivore, il mange tout. Il mange même les caca, il mange tout ce qui est devant lui, il mange. Il est vraiment un animal impur. Et vous êtes même non loin, n'est-ce pas, de là où on vend le porc, quelque part derrière là. Vous allez voir quand vous passez ça là, ça a une odeur nauséabonde, ça sent très mauvais. Donc Dieu qui a créé cet animal, n'est-ce pas, dans la Bible, il est dit qu'il est impur. Et dans le Coran, il nous a dit de ne pas le manger. On ne le mange pas par obéissance à notre Seigneur. On ne va jamais le manger parce que justement Dieu nous a interdit, sauf si on nous force. Sauf si on nous force de manger, on m'attrape avec la force pour mettre la viande de porc. Mais intentionnellement, comme ça, je ne peux pas manger. Et le musulman ne mange pas la viande de porc. Un interdit pour certains, une addiction pour d'autres. Mais une chose est certaine, le cochon n'a pas dit son dernier mot. Merci encore, Président Bernard Njongha. Nous poursuivons cette émission qui, je l'ai indiqué, va toutefois vers son terme. Nous avons donc
insisté, hein, c'est un choix éditorial, sur le poulet, sur le porc, mais à la vérité, la question de l'élevage au Cameroun nous intéresse. Quel est l'avenir pour l'élevage au Cameroun? Mais avant cette question, il faut bien qu'on s'intéresse à celle de la viande bovine. Quelle est la situation de la viande bovine au Cameroun? Bon, il faut reconnaître quand même que la viande bovine, l'élevage bovin au Cameroun se fait de manière extensive. On n'a pas encore vu évoluer cet élevage. Et reconnaître aussi que la demande reste substantiellement, je crois, un peu inférieure à l'offre. Ce qui fait que c'est un domaine dans lequel on n'a pas vu des avancées très notables au niveau de la technique et le mode d'élevage. Donc le mode d'élevage reste extensif. Bon, évidemment, au niveau de la transformation, on apprécie quand même ce qui se fait au niveau... Bon, quand je prends le cas du fonctionnement de l'abattage qu'on a ici à Yaoundé, c'est un abattage qui semble être quand même moderne. Mais le problème avec la viande bovine, c'est situé au niveau du transport. Quand vous voyez comment la viande est transportée de l'abattage dans les quartiers de la ville, et puis au niveau de la vente aux consommateurs. Et quand vous voyez dans les conditions dans lesquelles le bœuf est présenté sur les étalages, vous avez les mouches partout, je pense que là encore, il y a des améliorations qu'il faudrait apporter au niveau de ce que nous appelons la distribution capillaire, pour ce qui concerne la viande bovine. Nous profitons vraiment de votre présence sur ce plateau, de votre expertise pour adresser la question de l'élevage de manière générale. Et là, on a parlé de l'élevage bovin, mais je vous adresse une question également sur l'aquaculture, par exemple. Cette filière, parce que pour le poisson au Cameroun, il nous en faut. Est-ce qu'on en a en quantité suffisante? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à en produire? Quelle est la situation? Non, mais attendez, on est à près de 280 000 tonnes de poissons qu'on importe chaque année. Alors, je crois que de manière globale, pour ce qui concerne l'élevage, le meilleur exemple que nous avons, c'est la filière avicole. Parce que la filière avicole nous a montré les différents maillons qui peuvent exister, les relations qu'on peut avoir entre les maillons, la spécialisation, ça c'est très important, dans la filière avicole. Alors, si cela pouvait se faire dans la filière aquaculture, vous voyez, aujourd'hui, on ne sait pas où on peut avoir les alevins. On ne produit pas les alevins en quantité. On ne sait pas où on peut avoir les produits d'alimentation en aquaculture. C'est la même chose que je dirais pour l'élevage des porcs. C'est un élevage qui n'est pas spécialisé. Donc, la filière avicole nous donne un très bon exemple d'évolution des différentes filières d'élevage au Cameroun. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et je pense que c'est une direction qu'on devrait suivre, pour peu qu'on a envie de pouvoir faire, de se développer ces différentes filières. Que ce soit au niveau de l'aquaculture, c'est le même problème. Que ce soit au niveau de la porciculture, c'est le même problème. Que ce soit au niveau de l'élevage bovin. Si vous allez dans l'élevage des alocôtes, vous allez trouver le même problème. Pour peu que ces différents élevages s'organisent avec des filières, avec des spécialisations à l'intérieur des filières, c'est quelque chose de vachement intéressant. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Lors de la crise contre la grippe aviaire, on a regretté l'absence de l'IRAD. On n'a pas parlé de la recherche. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour toutes les autres espèces. Donc la recherche n'est pas sentie. On ne voit pas en quoi la recherche contribue à l'élevage, que ce soit du poulet, l'élevage du porc, l'élevage des alevins. On n'entend presque pas parler de la recherche. Pourtant, la contribution des éleveurs dans toutes ces filières, en notre économie, au-delà de la nutrition, de leur contribution à la nutrition des Camerounais, leur contribution à l'économie est très importante. Tout à fait. Merci, Président, de rester avec nous sur ce plateau. Avant de conclure notre émission, je vous invite à aller voir comment une filière se porte bien. En tout cas, l'un des opérateurs dans ce secteur, c'est la filière de la distribution du pétrole, où Tradex est en train de connaître une expansion exceptionnelle, mais également de se rapprocher, d'offrir des services en plus-value à ses consommateurs. C'est avec l'inauguration des boutiques Tradex qui reviennent. Et dans cette édition, nous allons à la découverte de ce qui est fait. En compagnie du directeur général lui-même, Perial Jean Nyodox, c'est Anissé Simo qui allait dans les boutiques Tradex faire les courses pour nous. Voici son reportage. Le cadre ici est soigné, un savant mélange d'originalité et de modernité. Le décor, quant à lui, est celui d'un restaurant huppé. Cependant, ne vous y méprenez pas, nous sommes bien dans une boutique de station-service, une trade shop. Cette boutique en particulier est celle de la station Tradex Bastos. Elle est le prototype du nouveau visage du réseau des boutiques chez Tradex. Ici, comme dans les 25 autres boutiques déjà rénovées à Douala et à Yaoundé, le nouvel aménagement repose sur un concept de fonctionnalité, de confort et de convivialité. Tradex a entrepris de refaire le portrait de toutes les boutiques de son réseau de distribution, une ambition certaine, une motivation managériale. L'investissement que nous avons décidé pour remonter de manière substantielle la qualité de nos boutiques procède de notre souci
d'apporter le meilleur service à notre clientèle. Et effectivement, notre boutique n'était pas le point fort de Tradex. Vous savez, on a eu une première expérience de gestion qui n'a pas été très satisfaisante. Aujourd'hui, nous faisons de la gestion libre, mais nous avons voulu, avant de remettre nos boutiques aux partenaires qui vont les gérer, faire une mise à niveau de leur qualité. 725 millions de francs CFA de budget pour cette première phase. Le résultat se dessine à travers cette ergonomie particulière du mobilier et des rayons. Un réservoir de produits et de services, véritable pôle d'attraction pour la clientèle. On a retravaillé les achalandages. Donc en réalité, il s'agit d'une politique pour améliorer la qualité du service que nous offrons à notre clientèle. Nous voulons que les stations-service soient des points où il fait bon vivre. Tenez par exemple, dans les trade shops, la connexion Internet est disponible et gratuite pour tous les clients. Une première pour une station-service dans la sous-région. Une autre particularité est l'utilisation du matériau recyclé de l'entreprise. Les comptoirs fûts font écho de l'activité pétrolière ici. L'entrepreneur est tout aussi séduit par la conception de ce joyau architectural signé AR Design. Il y a l'imagination. L'imagination, vous pouvez voir ce design, vous allez marcher un peu partout au Cameroun, vous allez voir, peut-être ça peut ressembler à quelque chose, mais il y a quelque chose de particulier. La construction de ces boutiques a également permis de générer de l'emploi. Alain Gué nous confie avoir utilisé 30 employés directs et une centaine de prestataires indirects. La clientèle s'y accommode plutôt bien et se sent chez elle. J'aime bien venir ici parce que les hôtesses sont très accueillantes. Le cadre est assez particulier, c'est calme. Je me sens à l'aise. Donc généralement quand je viens laver mon véhicule, je m'arrête là pour prendre un café. Les clôtures à travers cette fois-ci sont meilleures, c'est un peu différent de ce qui était avant. On sent quand même qu'il y a une très grande amélioration. L'entreprise y a mis toute sa ressource. La gestion de la rénovation est l'œuvre d'une commission conduite par Roberto Barra. Depuis mars 2013, la commission boutique s'attelle à mettre sur pied ce gisement d'opportunités. Les premières réalisations permettent de faire le point. Tout travail est perfectible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission a d'abord travaillé sur une première vague de 25 boutiques au cours de laquelle, n'étant pas du métier, n'ayant pas l'expérience de ce genre de travaux, nous avons acquis beaucoup d'expérience au contact des entrepreneurs, au contact des architectes. Nous avons acquis beaucoup d'expérience qui seront capitalisées pour la seconde vague de boutiques à rénover. La commission a également travaillé à créer une franchise pour la gestion de ces boutiques. Tradex a opté pour la gérance libre. L'entreprise ambitionne de fabriquer des entrepreneurs made in Tradex. Il faut donner du travail aux jeunes. Quand nous avons une boutique, nous pensons que quand nous nous associons avec un gérant comme partenaire, nous lui apportons, vous savez, au niveau de la gestion de ses stocks, au niveau de la gestion même du point de vente, nous lui apportons des solutions et nous le suivons pour nous assurer qu'il gagne de l'argent. Déjà, il va employer quelques jeunes dans la boutique et c'est toujours des familles camerounaises qui trouvent à manger chaque jour. Voici deux visages de ce modèle entrepreneurial. Adrienne Bassalan de Trade Shop Ahala et Marie-Thérèse Baïla de la boutique de Bastos. Les deux dames emploient une quinzaine de jeunes pour leur activité. Dans la Trade Shop Ahala, Daniel Gotou est manager. Ici comme là-bas, le réservoir motivation est au top et la satisfaction suit la bonne route. Tout d'abord, les différentes études menées sur la rentabilité qui ont été très encourageantes, ainsi que la ferme volonté d'accompagner Tradex, entreprise nationale, dans l'aventure qui est la sienne. Ce qui m'a motivé déjà depuis un certain temps, depuis Tradex est ouvert depuis un certain temps, bon, j'ai regardé la dynamique de cette entreprise, la manière dont il prospérait et je me suis dit c'était un climat qui permettait à quelqu'un d'entreprenant de pouvoir se développer.
Et mes motivations personnelles, c'est qu'en général, j'aime bien aider les autres. Et j'aurais voulu participer d'une manière quelconque au développement des jeunes, à la prospérité du pays. Cette collaboration m'apporte une satisfaction parce que Tradex est d'abord une compagnie qui accompagne ses partenaires. Tradex est tout le temps en train de vous galvaniser. Quand vous avez un problème, vous avez devant vous un interlocuteur prêt à vous écouter. Cette relation m'apporte une satisfaction personnelle, mais en plus de ça, elle me permet de ne pas mourir de faim. Le mécanisme de gérance libre est bien lubrifié et intégré dans une logique de création d'emplois. Cependant, les boutiques ne sont pas scellées sans suivi. Un service existe pour accompagner et évaluer la gestion des trade shops. Oui, globalement, nous sommes satisfaits du concept d'abord qui a été pensé et réalisé par Tradex. L'ouverture des boutiques était un besoin et nous avons su le réaliser. L'ensemble des réactions que nous avons de nos consommateurs, de nos clients, de nos partenaires, c'est une satisfaction inégalée. D'ailleurs, que ce soit les couleurs, l'achalandage, tout a été pensé pour que le client se sente chez lui chaque fois qu'il entre dans un trade shop Tradex. La mise en service des 25 premières boutiques a permis de créer près de 150 emplois directs. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Une autre série de 20 nouvelles boutiques seront rénovées dans les prochains mois. Les pompes et citernes des stations Tradex côtoient désormais ces boutiques chaleureuses au contenu tout aussi surprenant. Je ne vous demande pas si vous êtes client de ces stations-service, mais est-ce que pour vous, c'est bien pour le consommateur qu'en plus du pétrole servi, on lui donne la possibilité d'avoir, dans des conditions de sécurité, bien entendu, et d'hygiène, d'autres produits à disposition dans des boutiques? Oui, tout à fait. Je suis un des bénéficiaires. Je pense que ça facilite les choses, surtout quand on veut voyager. Quand on prend du carburant, se ravitailler en bouteille d'eau à côté, je pense que c'est une très bonne chose. Vous n'allez pas m'empêcher quand même de le dire, puisque M. Niolor, c'est un ami, et forcément, de par ces relations, j'ai quand même un penchant vers Tradex. Il faut que je vous l'affirme. C'est bien de rappeler votre amitié et de donner cette réponse tout à fait objective. Nous avons beaucoup parlé de poulet avec vous, de porc également, de d'autres productions animales, avicoles, etc. Mais vous pensez que si on trouvait du poulet dans les stations Tradex, ce serait une bonne idée? Non, je crois pas. Ce serait quand même malvenu. Puisque, en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on prend du carburant, c'est par rapport au véhicule. Oui. C'est pas qu'on va au marché, non. C'est par rapport au véhicule. Et on se ravitaille dans ces magasins. Mais du poulet grillé, bien conservé, c'est une piste. Bon, peut-être, pourquoi pas. Je pense que je laisse l'initiative à ceux qui gèrent ces stations. Parce qu'on a des cas de figure des stations qui ont beaucoup d'espace. Ils peuvent aménager d'autres espaces à côté où on peut manger. Bon, quand je vois ce qui se passe, par exemple, en Europe. Quand on conduit, on veut se reposer, on va dans une station, il y a un aire de repos, il y a une boutique, il y a où on peut prendre du carburant. Je pense que là où on peut se reposer, s'il y a à manger, pourquoi pas? Ça dépend des initiatives de chacun. Président Bernard Djonga, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une autre casquette désormais, on dit que vous êtes dans la politique. Pourquoi ce choix, en quelques secondes? Bon, c'est une conséquence de ce que j'ai vécu dans l'ACDIC. C'est-à-dire, quand on était acteur à l'ACDIC, toutes les propositions que nous avons faites dans la relance de la filière avicole, dans la relance de l'agriculture de manière générale au Cameroun, que nous avons fait aux politiques, ils n'ont pas pris ça en considération. Je n'en veux pour preuve. Aux élections de 2011, nous avons commis un pacte pour le développement rural que nous avons présenté à tous les candidats. Malheureusement, le candidat qui a gagné n'avait pas signé ce pacte. Donc, le pas en politique, c'est pour essayer de mettre en application ce que nous avons hier proposé à ceux qui avaient le pouvoir de mettre en application. Ils ne l'ont pas fait. Alors, donc, vous dites hier, mais je dois redire pour nos téléspectateurs que sur ce plateau, pendant les 90 minutes qu'auront duré cette édition spéciale élevage de stratégie, vous avez donné la possibilité que l'on écoute vos alternatives pour ce qui est de toutes les solutions qu'on peut trouver dans le cadre de l'élevage, de manière générale, au Camerounais. Vous me permettrez de résumer cela comme ça, Président? Bon, disons que non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nous avons commis carrément, c'est un document de plusieurs pages qui fait nos propositions en matière de développement de l'agriculture et de l'élevage en particulier à l'intérieur de ce domaine. C'est plusieurs pages, on n'a pas eu le temps de pouvoir entrer en détail ici. Je pense que l'occasion viendra. L'occasion viendra et merci d'avoir été sur ce plateau de stratégie pour nous permettre de mieux comprendre les enjeux liés à la filière avicole notamment, mais également à tout ce qui est développement de l'élevage au Cameroun. Merci encore, Président Djonga, au nom de toute l'équipe de production d'avoir accepté notre invitation pour ce spécial élevage. Mesdames, Messieurs, il y a un mois, je vous annonçais la tenue ici au Hilton Hotel du premier salon du mariage. L'événement a bien eu lieu du 1er au 3 juillet. Entre l'exposition de tenues de mariage, accessoires et même défilés de mannequins, l'on a pu voir également une élection de Miss Ronde. C'était un moment agréable que notre partenaire, le Hilton Hotel,
vous a fait vivre à travers une couverture médiatique qui, j'espère, est arrivée chez vous, j'allais dire. Merci d'avoir regardé cette édition de Stratégie. Merci à Jean-Vincent Ténéum qui a encadré la rédaction, Alain Fongué était à la réalisation, Jean-Paul Chomdo à la production. Bonsoir, rendez-vous dans un mois. Regardez Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Pour sa 14e sortie consécutive, votre magazine Challenge Pro consacre sa une à Alamine Ousmane May. Le magazine African Bank du groupe IC Publication, en collaboration avec la Banque africaine de développement, lui a décerné le titre de meilleur ministre des Finances de l'année 2016. La société sucrière du Cameroun, Sosucam, vient elle aussi d'obtenir une prestigieuse certification. Le magazine est allé à la rencontre d'Edouard Fourchivet, directeur général de Marine Magistrale. Il plaide pour la mise sur pied d'une société de transport maritime au Cameroun. Toujours dans son nouveau numéro de Challenge Pro, on reparle de la conférence économique de Yaoundé. Entre espoir et challenge, quelques grandes figures de l'économie africaine s'expriment au sujet de la rencontre des 17 et 18 mai dernier. Dans le guide du manager pour finir, Jean-Pierre Imélé, fondateur de Biotropical, donne quelques astuces pouvant permettre aux chefs d'entreprise de s'ouvrir à d'autres partenaires tout en gardant le contrôle de leur structure. Rendez-vous dans les kiosques pour la suite. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.